Levez! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Howard le canard. Ronald, tu entends ce bruit bizarre? Howard le canard, comment essayer de trouver une once de crédibilité, de chronique en voyant le produit fini, raté, fou et qui me laissa sur le cul, incrédule, dans cette salle de cinéma, effaré par ce que je venais de voir. Toute seule dans mon état, comme je t'attends. George Lucas veut adapter le comique Marvel Howard the Duck depuis les années 70 et le propose à ses scénaristes Willard Huyck et Gloria Katz après American Graffiti. Ils veulent en faire, eux, un film d'animation et Universal ayant raté le coche Star Wars se lance dans l'aventure à la condition que cela soit un film en prise de vue réelle, pensant à une nouvelle franchise à pognon. Lucas, lui, n'est plus président de Lucasfilm et son divorce avec Marcial Lucas lui coûte très, voire trop cher, ainsi que la construction du Skywalker Ranch. Et nous allons avoir un film qui nous laisse le cul entre deux chaises, et je dis ça littéralement, un film d'un côté fait pour les enfants, un petit peu trop avec son canard, mais rempli d'éléments et de références sexuelles que les adultes vont apprécier, mais les parents, eux, pas du tout. Oh, pas vilain ce petit Bréchet. Ce pauvre Howard va donc se retrouver sur Terre alors qu'il menait sa vie tranquille et qu'est né tranquillement sur la planète et va devoir sauver notre monde d'un monstre atroce, le souverain noir. Dès le départ, on voit le héros lire son Playdoc avec ses capotes sur lui aussi au cas où, et l'on va regarder le film comme hypnotisé par l'ovni cinématographique qui se déroule devant nous. Les personnages même semblent traités par-dessus la jambe en ayant soit la trouille en voyant le canard, soit l'accepter sans se poser aucune question. Bref, un comics qui n'est quand même pas si connu que ça en France, carrément pas ou très peu, et va s'octroyer une aventure riche avec explosion nucléaire sans répercussion sur l'endroit et belle poursuite en ULM, un monstre inédit et dégueulasse pour un coût de 37 millions de dollars. Vous l'aurez compris, malgré le maître d'œuvre Lucas Labarre, nous serons bien loin d'une nouvelle saga, La Guerre des Étoiles, et il va obtenir les Razzies des pires films en 1997 avec plus mauvais film, second rôle pour Tim Robbins, plus que mérité, scénario, révélation et effets visuels. 37 millions de dollars, ce ne sera pas assez, et 157 000 entrées en France, ce sera déjà beaucoup. Des mondes innombrables, des mondes sans début ni fin. Steve Gerber est chez lui et son voisin passe en boucle un disque de salsa qui le rend dingue. Il va du coup imaginer un canard dansant sur cette musique. Et c'est comme cela qu'Howard le canard va naître et sera distribué par Marvel en bande dessinée. Le canard va affronter un homme pain d'épices, une vache vampire, un castor fou et deviendra fils de Satan, Simbad le marin et j'en passe. Bref, un joyeux bordel, mais qui enchante les lecteurs des années 70. De plus, avec sa bande dessinée, il va bousculer les choses en faisant naître ce héros et des idées pour adultes, porte un chapeau, fume un cigare et un appétit sexuel assez vorace. Arrivé sur Terre, comme dans le film, il rencontre Beverly, dont l'affection que les deux se portent vont faire en sorte que l'on pense qu'il s'envoie en l'air constamment. J'attends toujours que se pointe le mec de mes rêves. C'est peut-être pas un mec comme les autres que tu devrais chercher. Stanley va rentrer dans une colère noire et les deux hommes ne vont cesser de s'accrocher avec cette bande dessinée qui est l'anti-Marvel par excellence et dont les policiers, militaires, avocats, médecins, dont plus souvent les psychiatres, vont en prendre plein leur grade. L'Amérique dessoudée en quelque sorte, dont même Star Wars en prend un peu dans la tronche. Le titre va donc bien sûr être supprimé par le maître Stanley, il n'est bon que pour ça le bonhomme, avec piquer les idées des autres et se les approprier. Et 2 ans plus tard, en noir et blanc cette fois, la bande dessinée va revenir sans censure mais sans Gerber, remplacé par un élève à lui, Bill Mantlo. Disney s'y met en menace en y voyant un Donald perverti, ce qui va amener un changement de tenue et resuppression du titre derrière. Veuillez lâcher cette jeune fille. Hein?
Canard à bout, canard qui bout. George Lucas va donc lancer l'adaptation d'un comics à succès aux USA et se planter royalement parce que, à son habitude, il oublie le risque tout en le tentant, se mêle les pinceaux dans une adaptation un petit peu fidèle, mais sans mordant, sans l'acidité qui faisait le piment de l'œuvre d'origine. Du coup, le film n'est pas codifié, ni pour enfants, ni pour adultes, et les deux en même temps. Et comme chez nous, le personnage est pratiquement inconnu, cela ne pouvait pas marcher. On ose se moquer d'un grand maître du quack-fou. Ça me fait mal, tu me casses. George Lucas va donc se prendre une déculottée, lui qui considérait à l'époque comme le canard aux œufs d'or, entre Star Wars et Indiana Jones. C'est l'échec de l'année cinématographiquement parlant, mais aussi personnel pour le George, et met en danger Lucasfilm. Bref, ça chie dans le ventilo. C'est aux États-Unis que l'échec est le plus cuisant, avec un peu plus de 16 millions de dollars. Même Jason Voorhees fait mieux au box-office dans son 6e opus, avec 19 millions pour un budget de 3. C'est dire qu'on en rirait presque. C'est Howard avec un H. D'accord, Howard avec un H. Et moi c'est Beverly. Frank Price, décisionnaire chez Universal, va en perdre son poste d'avoir accepté le projet. Et en 1984, l'argent que Lucas récolte, il l'investit dans son ranch et ne gagne du pognon qu'avec les effets d'ILM. Le merchandising qui fait vivre le bonhomme sur ses licences s'épuise en plus, aussi, vu qu'aucun film des 10 licences ne sortent plus. On parle bien sûr ici de Star Wars, vu qu'Indiana Jones ayant été moins impactant en vente de jouets, ne compte que presque peu. Il aurait été plus judicieux de lancer un nouveau Star Wars, effectivement, ce que les gens attendaient avec avidité. Mais non, comme à son habitude et n'écoutant que lui-même, il se lance dans ce projet fou. Mes parents voulaient que j'aie un cabinet de chirurgie esthétique. On peut gagner des fortunes à retailler les becs ou sous l'ilès. L'idée de départ n'est pas conne, mais le film va sombrer et sera même pour le créateur Steve Gerber un film qu'il ne va pas reconnaître. Lucas va en effet faire une grossière erreur, il va engager des scénaristes de son American Graffiti. L'on pourrait penser qu'à première vue, Willard Huyck et Gloria Katz pourraient être ce qu'il faut pour un projet pareil. En effet, on leur doit quand même Indiana Jones et le Temple maudit de Steven Spielberg au scénario et avait retouché quelques scènes de la Guerre des Étoiles au niveau des dialogues. Mais c'est oublier aussi les aventuriers de Lucky Lady de Stanley Donen avec Liza Minnelli et Burt Reynolds, un bid à 12 millions pour un budget de 13, une défense canon qui offre son premier bid à Eddie Murphy avec 18 millions de dollars de budget et 19 de recettes, sans oublier un autre film Lucas, bid retentissant aux États-Unis, même pas sorti en France, Radioland Murders de Mel Smith. Barre-toi, conne. Qu'est-ce que vous dites? Je dis du balai. Ici, les deux scénaristes, mari et femme à la ville, cumulent histoire, réalisation, production, et ce n'est que la fidélité envers leur amitié avec George qu'ils travaillent tous sur ce projet. Il faudra attendre Indiana Jones et la dernière croisade pour que Lucas retrouve le succès, mais nous ne voulions que sa guerre des clones en live. Antibiotique. Il faut le dire, le film est malade et des séquences restent en tête, des dialogues aussi avec des gags très lourds à la clé et quelques références comme on les aime sur les aventuriers de l'Arche perdue. Flashdance. Être mécanicien dans la marine et sa femme, la ravissante Maggie, et croupière dans... Le cri Willem. 2001 au ciel de l'espace. Ce qui est, ce qui fut et ce qui sera. Et même Conan de Barbarie, bravo à la VF. Cesse de te prendre pour Conan de Barbarie, on n'a pas d'armes, il faut absolument en trouver une. Bref, un méli-mélo de gênance et de jubilation invraisemblable, sans oublier le moment what the fuck du film, Beverly et le canard au pieu. J'ai appris à mieux apprécier la version femelle de l'anatomie humaine. Waouh! Qui amorce une scène de sexe, mais qui n'en restera qu'un baiser. Bonne nuit. Ce qui justement est le défaut du film, tant qu'à y aller, fallait le faire. D'accord. Essayons voir, monsieur le macho. Tu dégages un magnétisme d'une telle intensité. Howard le canard sera donc un costume à 2 millions de dollars, absolument pas crédible pour un sou, visuellement dégueulasse, ce qui est dommageable pour le héros du film et surtout le long du métrage. Je m'arrête là pour en parler, les images partent d'elles-mêmes, vous faites votre propre idée.
Au contraire de celui-ci, l'antagoniste, lui, le souverain noir, dont le point de départ est Jeffrey Jones, est une autre affaire. Tom Burman et sa femme Barry, déjà responsables des effets parfaits de la féline de Paul Schrader, sont au maquillage. Ben Burt au son, c'est toujours un bon signe, et ILM, Industrial Light and Magic, aux effets visuels. Bref, que du bon, et c'est pour cela qu'on se rappelle de ce film-là, notamment de l'animation du monstre final par le grand Phil Tippett. Les Burman vont s'occuper des différentes étapes de transformation du docteur Walter Jennings, donc joué par Jones, 7 en tout, jusqu'au monstre articulé de 60 cm de Tippett, inspiré de l'artiste Francis Bacon, torturé comme ses œuvres. Amène-toi, Parker, tu vas y rester, viens! Pour les maquillages, des lentilles seront utilisées pour le départ, puis les prothèses sont appliquées sur l'acteur, notamment pour la mâchoire qui semble se décomposer, et ce qui arrivera sur le reste du visage en suivant. Pour arriver aux versions plus radicales, des mousses sont appliquées, puis on rend le bonhomme chauve, on lui pose une perruque qui oscille sur le rouge. Sur la fin, le crâne gonfle, les dents tombent, les ongles poussent démesurément. Et une tête sera même utilisée lorsque la langue sort de la tête de Jeffrey Jones. Pas d'acteur dans un costume pour le final, mais bien de l'animation image par image, là où Tippett excelle, ce qui fut fait très voire trop souvent à la main, malgré les ordinateurs qu'ILM possédait à l'époque pour animer la bête. Un casse-tête pour Phil Tippett qui retourne à l'école et aux bases de la technique. Il va tout faire main à la main. Il faudra 3 mois de tournage pour cette seule séquence. Canarland est à l'échelle des bestioles et va poser de nombreux problèmes de production malgré le peu de temps à l'écran, notamment à cause des échelles de taille. Richard Klein à la photo, qui est loin d'un trémanche, va travailler étroitement avec le chef décorateur Peter Jamison afin que le spectateur ne voit pas les différences et les problèmes de taille justement. C'est avec la Luma, une caméra montée sur grue utilisée à foison, que beaucoup de plans seront sauvés. On a atterri! C'était sans faute, Howard, mais il faut qu'on aille dans l'autre sens! La séquence de l'ULM a été planifiée par Joe Johnston, concepteur et designer sur la première trilogie Star Wars. L'avion ultra-léger utilisé dans le film est un Quicksilver MX. Et on retrouvera Johnston en réalisateur sur des films comme Chérie, j'ai rétréci les gosses, Rocketeer, Jumanji, Jurassic Park 3, Wolfman ou Captain America First Avenger. Pour la voix d'Howard en VO, Jeff Goldblum est contacté et c'est Robin Williams qui est engagé, mais va démissionner après plusieurs jours de tournage. L'acteur, dont le style de jeu repose beaucoup sur l'improvisation, a trop de difficultés pour synchroniser sa voix avec les mouvements de la tête animatronique. Un gros dommage quand même, c'est Chip Zen qui le doublera en VO, et en version française, Michel Caccia, acteur d'origine et qui doublera Frodon dans le film d'animation Le Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi. Oh, t'es le roi, Howard, mais tu te vantes pas un peu? Peut-être que tu ferais un bon manager. Beverly, elle, sera donc jouée par Lea Thompson, un sex symbole pour beaucoup des années 80, qui va commencer sa carrière dans Les Dents de la Mer 3 de Joe Halves, L'Aube Rouge de John Milius, puis c'est l'Explosion, Retour à le futur, où elle y joue Lorraine, la mère de Marty dans les 3 volets, et Cap sur les étoiles d'Harry Winner, le fabuleux La vie à l'envers, en Amanda Jones de War Dutch, aux côtés d'Eric Stoltz et Mary Stuart Masterson, produit par John Hughes, et plein d'autres apparitions en film ou en série. Je veux retrouver mes semblables. Ils me manquent. Elle va chanter les chansons elle-même du film, et c'est avec des bouts d'essai qu'elle faillit ne pas être engagée sur le film, ne faisant rire personne. Heureusement,
elle est prise, c'est le cas, hein, mais tout le monde ne parle que de la scène du lit, où même Hollywood semble faire courir le bruit que la scène serait d'une perversité extrême. Tu crois que je pourrais trouver le bonheur dans le royaume animal, hein? Tu connais le dicton, Totoche. La chanteuse Tori Amos ainsi que Phoebe Cates auditionnèrent toutes deux pour le rôle, et c'est Elizabeth Wiener qui travaille sur sa voix ici, voix de Sarah Connor dans le premier film Terminator de James Cameron. À présent, je suis un des grands souverains noirs de l'univers. Le docteur Walter Jennings est interprété par Jeffrey Jones, connu pour ses rôles de l'empereur Joseph II dans Amadeus de Milan Forman en 1984, Charles Dietz dans Beetlejuice de Tim Burton en 1988, Edward R. Rooney dans La folle journée de Ferris Bueller de John Hughes en 1986 dont tout le monde se rappelle, ou À la poursuite d'Octobre Rouge de John McTiernan. Cette nuit, le laser va frapper au cœur du Nexus de Sominus. C'est où ça? Reconnu coupable d'agression sur un mineur lors d'une affaire remontant en 2003, il fut fiché comme pédophile jusqu'en septembre 2009, date à laquelle il devait renouveler son enregistrement dans le registre des délinquants sexuels. Ne se présentant pas à l'audience, cette fois il fut arrêté et condamné en juin 2010. Cet événement et le scandale qui en résultèrent mirent un terme à sa carrière d'acteur malgré ses efforts répétés pour la relancer. J'ai peur. Il reste quand même un acteur qui a de grands rôles derrière lui et qui nous aura bluffé sur de très beaux moments. Et c'est ici le comédien Pierre Athé qui va officier sur sa voix, mais qui a dû souffrir le martyre avec les grognements trop nombreux du souverain noir. Ça va bien? Oui, super, Howard. Accroche ta ceinture, Howard. Phil Blumbert est, comment dire, interprété est un grand mot, disons à l'écran, sous les traits de Tim Robbins, en roue libre, le clown de service, le hashtag gênance du film, bref, un personnage très mal écrit et mal interprété. Laissez tomber tout. Je l'ai rencontré, donc il existe. Dans mon bureau, c'est un... Tim Robbins va tenir le rôle principal dans The Player de Robert Altman, ce qui lui vaut le prix d'interprétation masculine à Cannes et le Golden Globe, va recevoir un Oscar et à nouveau un Golden Globe pour son interprétation dans Mystic River de Clint Eastwood. Il est également connu dans des films tels que Top Gun de Tony Scott, Duo à 3 de Ron Shelton et Les Évadés de Frank Darabont. L'échelle de Jacob d'Adrian Lyne ou La Guerre des mondes de Steven Spielberg, mais ici on est loin du talent qu'il va démontrer donc plus tard, et c'est Dominique Collignon-Morin qui le double ici, voix de Nicolas Cage et Mark Hamill dans la trilogie Star Wars d'origine. Le personnage aurait mieux fait de ne jamais exister. Écoute Howard, je vais aller les voir, les savants à côté. Toi, tu vas attendre tes oranges en cellule. Immigrant clandestin. Paul Guilfoyle joue le lieutenant Welker qui poursuit Howard et dont la voix est de Jack Franz et ne fait pas grand chose ici à part poursuivre, voire essayer de flinguer ou d'arrêter ce pauvre canard. On l'a vu en Nikos dans le flic de Beverly Hills de Tony Scott, Wall Street d'Oliver Stone et a une filmographie de dingue sur des seconds ou tiers rôles, et c'est dans Les Experts Las Vegas en Jim Brass qu'il sera vraiment connu. La musique du film sera donc composée par le génial John Barry, père du son James Bond, et à la filmographie absolue. Malheureusement, comme sur le Golden Child de Michael Ritchie, ici sa musique sera remplacée sur certaines scènes par Sylvester Levay, connu pour sa musique de Cobra de George Pan Cosmatos ou la série Supercopter. L'album d'époque ne rend pas hommage à la musique, puisque beaucoup de chansons sur une face et peu de musique sur l'autre, et c'est en 2019 qu'Intrada sortira un triple CD avec l'album d'époque, avec les chansons de Thomas Dolby, Ali Willis et George Clinton, et interprété par l'actrice Lea Thompson, puis le score original de John Barry, en version complète, les alternates et musiques additionnelles de Sylvester Levay, bref, un 3 disques bien rempli que l'on n'attendait plus. John Barry est en forme, on reconnaît son style particulier très rapidement ici. C'est un mélange entre ses partitions de Body Hit et de Star Crash, certaines d'une très grande beauté à l'écoute directe, où l'on ressent ce que fait le bonhomme, la nostalgie, la tendresse et l'amour. L'aventure est bien sûr aussi en forme d'épopée, ne manque pas de nous surprendre, ainsi que le côté sombre et dramatique du final, et qui va sans embâche donner au film plus de grandeur qui aurait pu manquer sans lui, même si le thème quand même est très répétitif. Phil, Beverly, n'importe qui. Au secours.
Arrivé dans 3 minutes. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer l'échec d'Howard le Canard. Hein. Déjà, un extraterrestre sur Terre est paumé, c'est E.T. de Steven Spielberg. La BD date aussi un peu et ne dit pas grand-chose à grand monde en France. Et le fait qu'Universal n'ait pas choisi la voie du film d'animation, qui fut lourde de conséquences, voire un film à la Peter Elliot le Dragon par exemple, mélangeant animation et prise de vue réelle, pourquoi pas. Spielberg étant aussi producteur de films animés sur Fievel de Don Bluth, qui fut un carton, on peut légitimement penser que George Lucas n'a pas envie de concurrencer son ami. Mais en fait, comme je l'explique, ce sont pour moi les scénaristes le problème qui n'ont point compris l'œuvre. Le film va devenir, comme souvent, culte avec les années, dont même les acteurs qui n'osaient en parler à l'époque font aujourd'hui certaines apparences pour les nouveaux fans. Le canard apparaît en CGI cette fois dans Les Gardiens de la Galaxie de James Gunn. Reste que la critique est unanime, c'est de la merde, prône-t-il à l'époque, le film est boudé, rien n'y fait, c'est la honte pour George Lucas. Lamentable ou gâchis d'argent pour beaucoup, on sait déjà en France que le film ne fonctionnera pas, puisqu'il sort 6 mois après les États-Unis où c'est un bide. Il y en a pourtant des trouvailles dans le film, c'est même une aventure plutôt délirante pour peu que l'on fasse fi du costume du palmipède et des scènes mal réalisées. Certains dialogues sont caustiques mais tombent carrément à plat, d'autres assez dévastateurs et les fans de nanars de luxe sont aux anges. Certains trouvent quand même le film réjouissant, ce n'est pas le cas de votre serviteur qui aurait pu apprécier la folie et c'est finalement le risque d'avoir fait un film raté avec tant d'argent qui fait que j'en jubile encore. Tu es cuit, Tada! Arrivé dans 2 minutes. Explosion à tout va quand même et animation de monstres jouissifs servie par une musique presque entièrement de John Barry donc. C'est sur la réalisation que le film va pêcher et un montage de télévision. À revoir, c'est vraiment chiant. Le film fait rêver, la conception est bâtarde et ratée, mais il est ce qu'il est, il faut avouer, il fallait en avoir une paire pour le sortir dans l'état. E.T. et Gremlins avaient trouvé leur public et le style, le canard repartira bredouille et avec le temps, qui sait, une seconde vie lui sera peut-être donnée, mais ce ne sera pas le cas par moi ici. Je mets effectivement une note de 2/6 uniquement pour les effets spéciaux d'ILM et la musique de John Barry. Le reste étant une calamité à regarder, que ce soit les costumes du personnage d'Howard et tout ce qui fait poursuite en bagnole et tout ça, absolument raté, sans aucun rythme et chiante à mourir. Je demande pas mieux. Non, tuez surtout pas, je suis un otage innocent. Dites-moi ce que vous en pensez bien sûr dans les commentaires, j'attends énormément vos commentaires là-dessus parce que je ne sais pas du tout si vous avez aimé ou pas, et on en reparle, on en débat comme d'habitude, pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, c'est gratos et je vous dis à bientôt pour du très lourd, en tout cas plus lourd que celui-là, c'est sûr. Des bisous, bye bye.